Bonjour, beau week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique, un numéro exceptionnel consacré à l'agriculture. C'est un secteur qui fait vivre quelques 50 000 personnes dans la région. Nous sommes en pleine période d'élections professionnelles et nous avons choisi d'installer nos caméras dans une ferme de Cahagnes, dans le Calvados. Une ferme de 150 hectares détenue par Ludovic Lévesque. Vous le voyez, il y a ici un cheptel de charolaise. Alors, quel avenir pour l'agriculture normande? On en parle dans un instant avec nos invités. Voilà, et nous nous retrouvons dans cette stabulation de la ferme Écorigny à Cahagnes. Nos invités, je vais vous les présenter. Anne-Marie Denis, présidente de la FRSEA, qui reste jusqu'à aujourd'hui le principal syndicat agricole de la région et même du pays. Yannick Baudin, bonjour. Vous êtes à la tête de la coordination rurale dans le département de la Manche. Bonjour. Et Stéphane Bourlier, bonjour. Vous êtes un des porte-parole de la Confédération paysanne. Bonjour. Pour la Normandie. Alors, avant de vous laisser la parole dans un instant, qu'attendent les Normands des agriculteurs? Eh bien, vous allez écouter leurs réponses. Nous sommes allés les interroger cette semaine. Je pense que l'important, c'est d'essayer de les soutenir, en tout cas, d'acheter le maximum de leurs produits, d'éviter tout ce qui est fast-food, achat dans les grands magasins. C'est pas normal qu'ils soient en difficulté pour des prix qui augmentent, hein, tout ce qu'ils incorporent. Hein. C'est plus cher alors que leurs produits, eux, n'augmentent pas. Donc il y a un dilemme, quoi. Leurs marges, ils en ont pratiquement pas. Hein. Voilà, ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois ou ils n'arrivent même pas à se payer, certains. Donc oui, c'est catastrophique. Hein. Donc nous, en tant que consommateurs, on est prêt à payer quelques centimes de plus, comme certains le font pour le lait. Ce serait super si on pouvait avoir une agriculture sans pesticides. Ça éviterait plein de cancers. Ça, c'est sûr, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est l'agriculture XXL, donc pour nourrir tout le monde. Donc après, je sais pas trop, en fait, est-ce qu'il faut qu'on revienne tous avec notre petit jardin chez nous et consommer nos propres légumes de notre jardin? Je sais pas. C'est une possibilité. Va-t-on devoir cultiver ses propres légumes dans son jardin? Que trouvera-t-on demain dans nos assiettes? À quel prix? Ce sont des enjeux importants pour l'agriculture. Quel modèle voulons-nous en Normandie? Anne-Marie Denis, en préparant cette émission, vous me disiez, un repas, ça ne peut pas coûter 50 centimes à la cantine parce qu'il faut bien payer l'agriculteur si on veut vivre de son métier. Oui, tout à fait. Un repas à 50 centimes, ça paraît plutôt aberrant. Il faut que le consommateur ait connaissance du prix réel du repas, du prix des matières, du prix du coût de transformation et du prix aussi du travail des salariés qui font les repas. Donc je pense qu'il faut arriver à avoir un repas au juste prix en fonction du menu que vous avez dans l'assiette. Et après, même si on peut accorder des aides pour aider les familles, il faut qu'on prenne conscience d'où viennent les aides, qu'est-ce que c'est, comment ces aides sont attribuées et dans quelles conditions. Donc il faut vraiment un repas au juste prix. Alors Yannick Baudin, vous êtes à la tête de la coordination rurale dans la Manche, ces fameux bonnets jaunes, hein, on vous reconnaît assez facilement, habitué à des opérations coup de poing dans les grandes surfaces. Comment faire pour vivre de son métier? Est-ce que c'est aux consommateurs justement de participer? Je dis avant qu'ils participent et avant de voir augmenter les produits, moi j'y suis pas nécessairement favorable, je pense qu'il est important de parler de répartition des marges, de réelle répartition des marges. Je vais rappeler des chiffres. Entre 2001 et 2022, la marge a augmenté en grande distribution de plus de 190%. Dans l'agro-industrie, 64%. Moins 4% pour les agriculteurs. La répartition des marges, c'est le premier levier. Seulement 7 € sur un caddie de 100 € va pour l'agriculteur. Il y a du boulot là-dessus. Il y a du boulot, mais est-ce que c'est justement peut-être aux consommateurs de prendre conscience de ça pour permettre à l'agriculteur, qui est lui en bout de chaîne, eh bien, de mieux vivre de son métier? Le consommateur aujourd'hui est aussi victime que l'agriculteur du manque de répartition des marges des produits. Il y a des lois soi-disant qui devraient être mises, des décrets qui devraient être appliqués, et aujourd'hui ce n'est pas le cas.
Quel modèle agricole voulons-nous pour la Normandie? Je le disais au début de cette émission, il y a 50 000 actifs, il y a quelques 26 000 exploitations. Stéphane Bourlier, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne pour la Normandie. Vous êtes producteur de bio à Saint-Jean-le-Blanc, c'est dans le Calvados. Vous faites de la volaille et des vaches allaitantes. Vous dites manger bio, c'est pas forcément plus cher, mais ça peut être bon pour la santé. C'est ça aussi que vous voulez passer comme message auprès des consommateurs? Oui, alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a parlé de prix et de juste prix. En fait, actuellement, les produits qu'on achète, par exemple en grande surface ou d'autres, en tout cas les produits qui sont non bio, en fait, ne sont pas déjà au juste prix. Il faut savoir qu'un produit qui n'est pas bio, ça veut dire que c'est un produit qui a reçu quantité de produits phyto, engrais chimiques, enfin de synthèse issus du pétrole, et qu'en fait il y a des coûts négatifs justement à la production d'alimentation. En fait, en France, la PAC c'est à peu près 10 milliards et 19 milliards sont des coûts négatifs, des impacts négatifs à la production d'alimentation en France. Et vous pensez donc qu'on en fait, mange mal, déjà si on mettait 19 milliards, on les faisait réellement payer, en fait les consommateurs les payent déjà ces 19 milliards. Donc en fait, si on mettait que des produits bio, on aurait des produits qui ne seraient pas plus chers, et si on répercutait les coûts négatifs aux produits non bio, on paierait les produits non bio beaucoup plus cher. Vous allez au-delà, vous dites manger bio, manger des produits qui respectent l'environnement, c'est ça, parce que c'est bon pour notre métier, c'est bon pour l'agriculture, et c'est surtout bon pour la santé. Pour les consommateurs. C'est bon forcément pour la santé, mais c'est d'abord bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les générations futures. Et effectivement, on serait moins malade. Les coûts santé, c'est 3,4 milliards sur les coûts de santé à cause de l'alimentation en France. Donc en fait, il faudrait effectivement changer nos modes de consommation et de production. Changer les modes de production, c'est tout le débat qui a lieu en ce moment dans cette campagne des élections professionnelles. Qu'est-ce que vous répondez justement à Stéphane Bourlier? Est-ce qu'on peut faire en fait de l'agriculture plus raisonnée, sans pesticides, sans produits phyto? Alors, l'agriculture plus raisonnée, on le fait déjà. Et la Normandie est plutôt pas mal placée parce que beaucoup d'agriculteurs ont changé leurs pratiques de leur production. Moins d'engrais, on en utilise déjà beaucoup moins grâce à la réutilisation de nos effluents d'élevage de plus en plus. On a le cas d'ailleurs sur cette propre exploitation. Sur les produits phyto, on a déjà beaucoup évolué. Sur les médicaments, sur nos animaux, on en met beaucoup moins qu'avant. Donc tout ça, c'est déjà parti en marche, mais il nous faut du temps. Il ne faut pas prendre le risque non plus de tout arrêter d'un jour à l'autre, parce que si on arrête par exemple tout ce qui est produits phytosanitaires et qu'on se retrouve avec des maladies comme le charbon sur les céréales, qui sont dangereuses humainement, on prend des risques importants. Ce que vous voulez dire, c'est que si on ne met pas, j'essaie de caricaturer peut-être un peu, mais si on ne met pas de produits phytosanitaires, on pourra peut-être développer chez l'homme d'autres maladies, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ce qu'il faut faire au niveau des produits phytosanitaires, comme de toutes nos pratiques, c'est prendre le temps, mettre la recherche efficacement, investir dans peut-être de nouveaux matériels qui permettent d'avancer plus vite, d'utiliser moins de phyto, et petit à petit on ira vers l'objectif. Et de toute façon les agriculteurs sont les premiers à subir l'effet des phytosanitaires, donc on a nous les premiers tout intérêt à en mettre moins, et c'est ce qu'on fait. Ça se retrouve dans l'alimentation et on sait quand même que ces produits phyto chez les agriculteurs peuvent développer des maladies extrêmement graves, des cancers notamment. Je vais m'adresser à Yannick Baudin. Vous utilisez ces produits phytosanitaires dans votre exploitation, dans la baie du Mont-Saint-Michel, une exploitation de 127 hectares. Est-ce qu'on peut faire ça demain ? Aujourd'hui, pas encore. On met des pratiques en place, du non-labour semi-direct, du sans-labour, mais on ne peut pas se passer encore aujourd'hui de certains produits. Le glyphosate reste, dans certains cas, une alternative. Et elle doit être utilisée que comme alternative finale quand vous avez des années plus humides ou vous avez des problématiques sur des raies gras qui viennent sur des parcelles. Je veux juste rebondir. Il faut savoir aujourd'hui que 70% des lots de céréales sont contaminés par l'ergot du blé. L'ergot du blé, c'est une contamination liée aux graminées. Et aujourd'hui, mais quelles conséquences pour les gens, pour ceux qui consomment justement concrètement ? C'est un risque de santé humaine. C'est-à-dire que le grand risque, c'est qu'à un moment ou à un autre, nos céréales ne pourront plus être exportées vers l'extérieur et qu'elles seront impropres à la consommation humaine si ça continue à se développer. Donc, on doit
avancer avec la science. On ne peut pas du jour au lendemain supprimer des produits parce que ça mettrait trop en péril nos exploitations et elles n'ont pas besoin, il faut qu'on avance avec la science, avec les moyens. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines céréales qui sont en train d'arriver sur le marché qui seront beaucoup moins gourmandes en fongicides. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Alors, des enjeux environnementaux, mais aussi climatiques. Les épisodes d'intempéries risquent de se répéter. Sécheresse, inondation, vous avez vécu chez vous, alors chez vos collègues agriculteurs, ces intempéries avec des champs détrempés, ça a causé des problèmes pour les céréales. Comment on fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos exploitations, ces dérèglements climatiques? Oui, enfin nous pour notre part, oui bien sûr, les agriculteurs sont obligés de toute façon de s'adapter. Dérèglement climatique, excès de pluie ou alors sécheresse. Au niveau des productions de céréales, il y a forcément une perte de production. Il y a une adaptation justement sur la gestion de la culture, mais aussi dans les élevages. Ça a une incidence importante, donc on est bien obligé de s'adapter et on s'adaptera. On est déjà en marche pour l'évolution climatique. Il y a des rapports qui sont extrêmement alarmants quand on parle de 40, même 50 degrés demain en Normandie. Par pointe à la fin du siècle. Comment on peut imaginer justement développer un modèle agricole? Yannick Baudin, qu'est-ce qu'on fait quand on atteint des seuils comme ça? Nos pratiques agricoles vont évoluer avec aussi de nouvelles variétés, de nouvelles semences. On y compte. Notre façon aussi de travailler les sols différemment. Je parle du non-labour semi-direct qui permet de garder nos sols comme un peu des éponges, d'avoir aussi la possibilité d'avoir des élevages partout et de ne pas voir des élevages diminuer, car on a besoin du fumier, on a besoin des déjections des animaux pour faire vivre le sol, car plus le sol vit, plus il y a une résilience et mieux nos sols résisteront à la sécheresse. Stéphane Brulé, sur cette question justement des dérèglements climatiques, de ces intempéries. Mais je vais me permettre de revenir un petit peu sur la question. Juste sur cette question-là. Sur la question précédente, c'était par rapport au blé et au pain. En fait, à la Confédération paysanne, il y a beaucoup de paysans boulangers qui produisent leurs céréales et transforment leurs céréales en pain. J'en suis un consommateur et je me porte très bien. Et on a toujours produit du blé et fait du pain avec du blé bio, puisque nos ancêtres, mes grands-parents faisaient déjà des céréales bio. Alors, finalement. sur ces changements climatiques, est-ce que c'est quelque chose, vous, à la Confédération paysanne, que vous mettez en avant? Mais bien sûr que les changements climatiques, depuis très longtemps, on parle de changements climatiques, d'évolution du climat à la Confédération paysanne, c'est pas nouveau. Toutes nos propositions, l'agriculture paysanne que nous proposons, que nous défendons, tient compte justement de ces changements climatiques. Alors effectivement, quand vous n'avez plus de haies pour garder la fraîcheur, faire de l'abri aux animaux, quand vous n'avez que des grandes parcelles désertiques qui ne retiennent plus l'eau, parce qu'en fait le glyphosate ne fait pas éponge, c'est la matière organique qui fait l'éponge dans le sol, donc qui sert d'éponge. Mais donc en fait, à la Confédération paysanne, bien sûr qu'on y réfléchit depuis bien longtemps, toutes nos propositions vont dans ce sens-là, on en est conscient. Alors, quel modèle d'agriculture allons-nous développer en Normandie? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans cette émission spéciale de Dimanche en politique. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes installés dans une ferme à Cahagnes, dans le Calvados. L'actualité en ce moment, ce sont ces élections dans les chambres d'agriculture. C'est très important. Elles ont lieu tous les 6 ans. Mode d'emploi avec David Frotté. Les chambres d'agriculture ont fêté leurs 100 ans en 2024, avec toujours ce rôle de développement et de soutien de l'agriculture française. Elles sont là pour aider, conseiller, former, mais ce sont avant tout des porte-paroles auprès des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux, régionaux ou départementaux. Réparties sur l'ensemble du territoire, les chambres d'agriculture rassemblent 8400 collaborateurs, 3200 élus pour 6 ans, des élus venant de tous les horizons du monde agricole, chefs d'exploitation, salariés, propriétaires fonciers, assureurs ou encore organisations syndicales. Les enjeux ont bien sûr évolué avec le temps et aujourd'hui beaucoup de questions se posent sur les adaptations nécessaires au changement climatique. La Normandie n'y échappe pas, avec notamment des baisses de rendement ces derniers mois dues aux inondations des champs. Voilà, des élections dans les chambres d'agriculture qui vont mobiliser toute la profession jusqu'à la fin du mois. Les agriculteurs vivent-ils encore de leur métier? On va voir ces quelques chiffres. On a 50 000 personnes qui travaillent dans les exploitations normandes dans la région. On compte 26 000 fermes implantées sur 70% du territoire. Alors,
il y a une évolution depuis 50 ans. En 1970, regardez, on était à 115 000 fermes. Si on fait le calcul, ça fait 6... On a été abasourdi de découvrir ça. 6 exploitations qui disparaissent tous les jours. Les tailles des fermes augmentent, mais est-ce que les jeunes peuvent encore s'installer dans ces conditions, Yannick Bodin? Ou est-ce qu'on vend du rêve finalement? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui, cette hypocrisie, car j'ai l'impression aujourd'hui qu'on dit il faut qu'il y ait des jeunes qui s'installent, mais je m'aperçois qu'au niveau des structures, j'ai beaucoup de cas, et je suis moi-même témoin, parce que j'ai vu un jeune agriculteur venir vers moi qui voulait s'installer, mais où il n'a pas eu l'octroi de 15 hectares de terre, qui a été à l'agrandissement pour un autre qui avait 140 hectares, et des bâtiments d'élevage. Et là, je me suis dit, on veut des agriculteurs, mais tous les moyens ne sont pas donnés pour aider ces agriculteurs à s'installer. Donc je dis, là, il y a un problème de commission de structure et de clarté au niveau des affaires aussi. Et pourtant, quand on regarde les dossiers qui sont déposés pour l'installation dans la région, même si les chiffres sont spectaculaires avec cette décroissance du nombre d'exploitations dans la région, le nombre de dossiers d'installation est en augmentation, Anne-Marie Denis. Oui, tout à fait. On n'a jamais autant installé que ces dernières années. Il y a une décroissance, alors il faut faire attention aux chiffres aussi, il y a une décroissance du nombre d'exploitations, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui souhaitent aujourd'hui plutôt s'installer en société plutôt que seuls, peut-être sur des structures plus grandes dues au regroupement, mais quand on ramène la dimension de l'exploitation aux travailleurs sur l'exploitation, c'est pas aussi démesuré que ça. Et puis la modernité du matériel, les nouveaux systèmes de production font que ça libère un petit peu plus de temps pour pouvoir faire plus. Et puis les charges sont telles et puis les conditions sont telles que de toute façon, on est quand même un peu obligé de s'agrandir. Moi, je sais que je suis sur une ferme de 30 hectares par associé et je vous dis très sincèrement, on vit, mais simplement. Et je ne suis pas sûr que des jeunes demain se suffiront de ça. Mais vous souleviez effectivement une des problématiques, c'est le temps passé dans l'exploitation. Dans une ferme, on travaille 15 heures de plus par rapport à un employé traditionnel, je dirais, dans n'importe quelle entreprise. Stéphane Bourlier, vous avez découvert l'agriculture à l'âge de 38 ans. Vous n'étiez pas fils d'agriculteur. Si, fils d'agriculteur, mais pas installé. Mais mon père était agriculteur, effectivement, mais moi j'habitais à Rouen, en ville. Oui. En fait, effectivement, il y a une réelle priorité dans l'installation. On peut faire un petit bilan, vous l'avez fait un petit peu par chiffre là, mais en fait, moi j'ai même un chiffre, et c'est 200 fermes par semaine qui disparaissent. On était dans les années 50, 5 millions, en 80, 1 million, et aujourd'hui nous sommes 400 000. Donc on a un bilan des politiques agricoles co-gérées par la FNSEA, JA, politique ministérielle, etc., CR. Voilà, on a un bilan qui est catastrophique en fait. Donc effectivement, il faut changer le modèle agricole, il faut changer la politique agricole pour réellement de l'installation. L'installation peut passer par des formes sociétaires, collectives, et beaucoup d'installations sont accompagnées par la Confédération paysanne ou la FADEAR, justement sur des modèles collectifs. Parce que des jeunes veulent être en plusieurs. En fait, on s'aperçoit que les agriculteurs sont isolés dans les fermes, puisqu'on est de moins en moins nombreux dans les campagnes. Donc il faut des projets collectifs. Il y a un problème de succession, puisque de succession et d'accès au foncier. Dans quelques années, dans 3 ans, on aura un tiers des agriculteurs qui auront passé l'âge de 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour renouveler ces générations? Il faut accepter de partager le terrain, il faut accepter de partager le territoire. En fait, c'est ce qui n'est pas fait actuellement. Effectivement, la SAFER, notamment en main de la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier. Hein. Voilà. En fait, bloque beaucoup de projets d'installation, de projets qui sont entre guillemets atypiques, qui sont différents de la production majoritaire, en tout cas locale. Donc en fait, il faut vraiment ouvrir à des installations, même sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. On peut vivre sur des petites structures, mais sur des petites surfaces. On n'a pas forcément l'argent. C'est ça le problème. Et c'est que les banques ferment la porte? Non, les banques ne ferment pas forcément la porte. C'est juste que s'il n'y a pas de foncier, de toute façon, les banques, même si elles sont OK, il n'y a pas de foncier. Et donc, il faut partager le foncier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un accaparement de la surface agricole par les structures qui s'agrandissent. Anne-Marie Denis, justement, sur cette transmission, aujourd'hui, les lycées agricoles affichent complet.
il y a beaucoup de jeunes qui, parce qu'il y a une envie de travailler en pleine nature, qui s'intéressent à l'agriculture. Mais demain, est-ce qu'on leur garantit un salaire, un avenir, pouvoir être à la tête d'une ferme dans la région? Non, mais oui, les lycées agricoles sont quasi complets sur notre région. Nous, la FNSEA et les JA, ce qu'on veut, c'est installer des jeunes qui vivent de leur métier et qui en vivent bien, autant sur l'aspect économique que cadre de vie. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas le montant exact qu'ils auront en salaire en fin de mois ou en fin d'année. C'est 2 000 € à peu près le salaire moyen. Un revenu juste face au travail fourni, face aux efforts qu'ils peuvent faire en face. Je reviens tout à l'heure sur l'aspect bancaire. Oui, c'est compliqué auprès des banques. On le dit tout, c'est pas simple pour un jeune qui n'a rien derrière lui. Et contrairement à nos générations, souvent les jeunes n'ont pas un capital important avant. Mais aujourd'hui, il faut justement, on s'est battu à FNSEA pour qu'il y ait un accompagnement sur le cautionnement des prêts. Ça a été validé en région récemment. Et ça participera à aider les jeunes. Et je suis désolée, mais il faut absolument qu'on préserve des outils comme la SAFER, parce que sans ces outils-là, ce sera encore pire. Yannick faut le Gaudin, préserver, mais il faut qu'il s'améliore. Vous me disiez, moi j'accompagne 2 jeunes qui ont un projet d'installation. Oui. Alors, moi, j'ai fait un choix. Très concrètement, sur ces 2 cas-là, vous leur prêtez des terres, c'est ça? Moi, j'ai fait un choix. Je tiens aussi un restaurant. Et je diminue en activité agricole pour permettre à 2 exploitants de pouvoir s'installer, dont un jeune agriculteur qui n'arrivait pas à s'installer parce qu'il manquait de surface. Et grâce à ma démarche, je lui permets une installation en lui louant des terres. Hein, c'est quand même des projets qui sont très lourds. Je veux juste rappeler en chiffres quand même qu'un agriculteur aujourd'hui, un troupeau laitier de 80 vaches laitières, plus la suite, c'est-à-dire l'élevage, le matériel, les bâtiments, l'allocation des terres ou un peu d'achat de terres, plus les stocks, on est tout de suite sur des montants à 1,3 million, 1,5 million €. Donc quand vous allez à la banque aujourd'hui, pour aller emprunter 900 000 € ou 1 million d'euros, la banque vous regarde à 2 fois. Hein. C'est compliqué, très compliqué aujourd'hui d'avoir des projets viables pour tirer un équivalent d'un SMIC et demi. Mais quand on dit ou qu'on entend que les agriculteurs ne vivent pas de leur métier, qu'il faut les accompagner, qu'il faut que les gouvernements successifs aident l'agriculture, aident les jeunes à s'installer, aujourd'hui, apparemment, ça va pas si mal que ça sur les cours, que ce soit sur le lait, sur le lin, sur la viande. Anne-Marie Denis, c'est faux ça? Ah mais de toute façon, les cours du lait et de la viande n'ont jamais été aussi hauts, sauf qu'en face, il faut que tout Donc il y a de l'avenir. Ça donne envie, ça donne un peu de visibilité sur l'avenir quand on fait un projet. Ceci dit, on n'a pas de prix garanti, de contrat garanti pour les jeunes. Moi, ce que je voudrais, c'est que tous nos jeunes puissent contractualiser dans leur production pour essayer de leur avoir un peu plus de visibilité sur 2, 3, 5 ans, 7 ans. Mais derrière, le problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est la montée des charges qui est extrêmement impressionnante. Et puis aussi, ce qui peut quelquefois décourager les jeunes, c'est la pression qu'on a en matière en matière administrative, réglementation. Oui. Et ça, il faut qu'on arrive à soulager nos jeunes là-dessus pour leur donner envie d'être agriculteurs, mais vraiment agriculteurs. Et apparemment, vous avez été entendu par François Bayrou aussi, on en croit, son discours de politique générale cette semaine, qui dit on va simplifier les normes, c'est trop compliqué, il faut que les agriculteurs passent moins de temps dans les bureaux, mais plus sur l'exploitation. Ça fait 1 an qu'on nous la chante. Ouais. Ça fait 1 an qu'on nous la chante. Et alors, qu'est-ce que vous lui dites là aujourd'hui? On attend les actes. Et ils sont où les actes? Puis je veux juste rebondir sur le prix des cours que vous disiez tout à l'heure. Moi, je me rappelle en 2015, le prix du litre de lait était payé 340 €. Le coût pour 1000 litres de lait était de 30 € en aliments. Aujourd'hui, c'est 85 € d'aliments, de soja, colza, autres, pour 1000 litres de lait. Aujourd'hui, le prix du litre de lait devrait être payé 500 € minimum. Et le vrai prix payé aux producteurs devrait tourner entre 550 et 160 € pour avoir un équivalent de SMIC. Stéphane Brolier, on posait la question au début de cette émission, quelle agriculture en Normandie demain? Vous l'imaginez comment cette ferme? Ça serait une ferme sans pesticides, avec des jeunes installés et puis des revenus assez hauts?
En tout cas, les fermes, parce que justement, en fait, c'est des fermes nombreuses qu'il faut, contrairement à ce qu'on assiste actuellement à la perte de paysannes et de paysans. On a assisté, comme je disais tout à l'heure, au plus grand pôle social dans l'agriculture. Donc en fait, il faut que les fermes soient nombreuses, que repeupler les campagnes. Et sûrement, bien sûr, c'est ce qu'on défend, sinon on ne serait pas là pour le défendre. Et défendre les paysans et les paysannes, c'est ce qu'on fait tous les jours, et pour qu'ils soient nombreux, et qu'ils puissent vivre de leur métier. Voilà, nous à la Confédération paysanne, oui, on a des paysans heureux, des paysannes heureuses dans leur métier, qui vivent de leur métier, et ils sont en contact avec aussi, alors si on parle de vente en circuit court, qui parlent aussi avec leurs consommateurs, et qui sont satisfaits aussi des produits qu'ils consomment. Eh bien, on terminera par ça. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro spécial de Dimanche en politique depuis cette ferme Ecorigny à Cahagnes. On verra aussi si vous avez réussi à convaincre les agriculteurs qui votent en ce moment pour ces élections dans les chambres d'agriculture. Bon week-end sur la 3. Dimanche en politique se poursuit avec la partie nationale et Francis Letellier.